Alors je le disais, c'est aujourd'hui que les quasiment 700 000 victimes du piratage de données sur le site des impôts ont été théoriquement informées et prévenues. On les a donc avertis justement. Et puis on a appris il y a quelques heures un autre piratage, cette fois-ci au Crédit Agricole. Les coordonnées bancaires de 1000 clients ont été volées. Bref, ça n'arrête pas. Alors la cellule interministérielle de crise s'est réunie aujourd'hui, ce qui donne un peu une idée de l'ampleur de la crise. Les sénateurs PS demandent même une commission d'enquête. J'accueille Maître Jérémy Roche. Bonsoir Maître. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes avocat au barreau de Béziers. Alors vous avez, Maître Jérémy Roche, parce que je le rappelle aussi, vous êtes spécialiste en droit de la protection des données personnelles. Vous avez un gros portefeuille client, on ne peut le dire, et on ne trahit pas de secret en l'affirmant. Des clients sensibles qui potentiellement pourraient être concernés par ce piratage. Est-ce que vos clients sont inquiets, Jérémy Roche ? Oui, absolument. Alors, je ne vais pas rentrer dans des cas spécifiques, mais pour prendre un exemple directement, vous avez particulièrement la clientèle crypto, c'est-à-dire des personnes qui disposent de crypto-monnaies, qui ont investi il y a plusieurs années, qui se sont retrouvées dans plusieurs fuites de données, qui ont dû déménager à cause de ça, qui ont possiblement, pour certaines, été braquées, qui ont subi des agressions, etc. Bon, ces personnes ont déménagé aujourd'hui, et il suffit, en fait, d'agréger ces anciennes fuites avec la nouvelle, avec un nom-prénom qui est assez spécifique, concernant par exemple plusieurs clients. Et donc vous allez vous retrouver avec une base actualisée, on recoupe, on utilise les nouvelles fuites avec les anciennes, et on a la nouvelle adresse de la personne, on peut aller la chercher chez elle. Voilà. Pour vous donner un simple exemple de crainte. Alors, c'est quand même incroyable ce que vous nous dites là, Jérémy Roche. Pour vous, c'est votre métier, donc cela vous paraît presque normal, quoique je pense que vous avez conscience que c'est assez inhabituel. Vous nous confirmez, Jérémy Roche, que vos clients, certains de vos clients, après des menaces concernant des cryptos ou bien des actifs assez volumineux, plusieurs de vos clients, par peur d'avoir déjà été agressés, ont tout simplement déménagé. C'est pas anodin ça, Jérémy Roche? Oui. Absolument. Vous retrouverez dans la presse, alors ça a été évoqué, il me semble, dans Le Parisien, vous avez un couple, pour vous donner un exemple, mais vous avez un couple qui a acheté une maison il y a très récemment, et alors ce ne sont pas mes clients, c'est vraiment un dossier qui est sorti dans la presse, je l'ai appris comme ça, des personnes qui se sont faites braquer 3 fois en 6 mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'ancien propriétaire qui était dans les fuites, et donc ces personnes se font elles-mêmes braquer, les braqueurs croient que ce sont ces personnes-là qui détiennent de la crypto ou je ne sais quoi, et donc si vous voulez, avec cette nouvelle fuite par exemple, on pourrait retrouver l'ancien propriétaire donc de la crypto et aller le chercher à sa nouvelle adresse. Donc vous pouvez même vous faire avoir et vous faire poursuivre, même si vous n'êtes pas détenteur de crypto par exemple. Mais j'ai fait exprès de vous prendre les cas les plus hardcore, les cas les plus agressifs, parce que effectivement ça existe, mais c'est rare. Voilà, alors, faut pas non plus généraliser. Maître Jérémy Roche, j'imagine que depuis la fin de semaine dernière, moment à partir duquel nous avons eu vent de cette fuite de données au sein donc de la DGFiP, le site des impôts, beaucoup de vos clients vous ont contacté, j'imagine, un peu apeurés. Totalement, et c'est face au flux de demandes que j'ai décidé d'ouvrir donc une action collective, puisque effectivement face à ces fuites-là, il y en a deux. Vous avez la fuite des impôts des GFIP, mais vous avez aussi une base de données cadastrale, il me semble, tout à fait confirmée, avec plus de 2 millions de personnes qui sont aussi concernées. Donc, si vous voulez, face à ces fuites-là, moi, il me semblait évident de monter d'un cran sur le sujet. Et effectivement, oui, j'ai été mis sous pression par de nombreux clients qui se sont dit c'est pas possible, ça va recommencer. Et là, ces personnes-là attendent actuellement de savoir si elles sont concernées ou non. Elles attendent le mail. Alors, il y a un stress. L'idée n'est certainement pas d'avoir, et ce ne serait même pas intéressant d'avoir l'identité de vos clients, mais combien de clients à peu près vous ont contacté pour qu'on puisse mesurer l'ampleur de la panique? Après, je suis un petit cabinet, mais si vous voulez, on va dire que j'ai reçu une centaine de demandes. C'est pas rien.
C'est énorme. C'est pas rien, effectivement. Non, mais il faut pas non plus s'imaginer qu'il y a un flot énorme. Mais si vous voulez, moi, à mon échelle, moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Alors, donc, on est sur une fuite énorme. La dernière qui avait, on va dire, cette importance-là, bon, il y en a deux. Il y a Ficoba et il y a NTS. Voilà. Tout à fait. Alors, si plusieurs de vos clients sont concernés, on ne vous le souhaite pas, Jérémy Roche, mais si certains de vos clients sont concernés, que prévoyez-vous en tant qu'avocat, je le rappelle au barreau de Béziers, que prévoyez-vous comme action ? Alors, je souhaite tenter donc une action collective en indemnisation du préjudice subi. C'est tout à fait permis par les textes. Simplement, c'est le parent pauvre du RGPD. Il y a très, et j'insiste, très peu de jurisprudence. Et ça ne rendra pas les victimes très riches. D'ailleurs, le but n'est absolument pas de rendre riche toute personne victime. Le but est de vous remettre dans la situation avant la fuite, c'est-à-dire de compenser le préjudice qui a été subi. Alors, il faudra voir combien on peut demander par personne. Le préjudice reste individualisé, mais effectivement, on est désormais fondé, au vu des manquements, au vu des éléments que j'ai pu constater et que j'ai pu relever. Je pense qu'effectivement, il y a un manquement à l'article 32 du RGPD, et on est fondé au titre de l'article 82 d'aller chercher maintenant la responsabilité de la DGFiP, en tout cas de l'État. Voilà, tout à fait. Alors, responsabilité de l'État, vous l'évoquez, Jérémy Roche, et c'est là-dessus que souhaite vous interpeller Antonin André, rédacteur en chef du service politique au JDD. Apporter ma contribution, disons, à cette discussion, mais c'est vrai qu'on est surpris de voir que des services aussi importants que la NTS ou bien les services de Bercy qui détiennent des données hyper sensibles à la fois pour nous, chacun d'entre nous contribuables, mais également pour les entreprises, ne soient pas armés comme une forteresse numérique capable de faire face à ce genre d'attaque. Et il y a une demande là du groupe socialiste au Sénat d'une commission d'enquête. Il se trouve que l'Union centriste, présidée par le sénateur Hervé Marseille, avait dès le 16 juin dernier demandé une commission d'enquête sur les fuites. Et on voit une nouvelle fois là qu'il y a quand même un retard, je trouve, dans la prise en compte de ce genre de choses par l'État. Et le Sénat s'illustre d'ailleurs souvent par le sérieux et la qualité de ces commissions d'enquête, et je pense que ce serait utile d'avoir une commission d'enquête pour savoir exactement où sont les failles de sécurité sur des services qui sont aussi sensibles que ceux de Bercy. Je ne sais pas si vous avez déjà interrogé les interlocuteurs à Bercy, maître, sur la façon dont tout ça a pu se produire, parce que c'est aussi ça que l'enquête devra révéler. Est-ce que sur ce sujet-là aussi, vous avez besoin de réponses ? Jérémy Roche. Alors, j'ai besoin de réponses, mais je n'ai pas besoin d'interroger. C'est-à-dire que l'action indemnitaire, elle est favorable, en tout cas sur ce plan-là, en matière de charge de la preuve. En fait, elle est favorable à la victime. C'est-à-dire que ce n'est pas à la victime de démontrer que la DGFiP a fauté. Ça va être l'inverse. En fait, on va envoyer, si vous voulez, la patate chaude de l'autre côté du terrain, et ça va être à la DGFiP de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute. Donc c'est favorable pour nous. En fait, le but est d'obtenir des réponses. Mais par contre, pas par une commission d'enquête politique. Là, ça va se jouer devant les tribunaux, puisque l'enjeu à la clé sera quand même assez substantiel. Oui, voilà. alors... Ça, c'est concernant la responsabilité administrative, mais il y a aussi une responsabilité pénale. Il y a un volet pénal qui va être ouvert contre les personnes physiques, puisque l'État est irresponsable en tant que personne morale. Mais les personnes physiques, elles, ne sont pas irresponsables. Et on peut très bien porter plainte contre X, contre tout agent qui a, par son manquement, contribué à cette fuite. C'est dommage. Il peut même y avoir une mise en cause éventuellement du ministre, comme ça a été le cas par exemple sur le Covid. On a vu qu'il y avait des plaintes qui avaient été déposées. C'est le genre de responsabilité qui peut incomber au chef de l'administration et donc au ministre. Je n'ai pas étudié ce pan, en tout cas, de la question. Je me suis concentré vraiment sur l'article 82 et ce que je fais plus ou moins habituellement dans un comité restreint. Voilà. Alors, quel tribunal, Jérémy Roche, spécialiste en droit de la protection des données personnelles, auprès de quel tribunal allez-vous justement débuter vos actions ? Alors, premièrement, tribunal, j'inclus au sens large la CNIL, qui n'est pas un tribunal, mais il y a des plaintes CNIL qui peuvent être déposées. D'ailleurs, je vais faire un appel ce soir à déposer des plaintes article 32. Je le détaillerai très brièvement, puisqu'en fait, toute personne, même si elle n'est pas dans la fuite, peut porter plainte au titre de l'article 32, puisqu'on est supposément victime tous d'un manquement en matière de sécurisation des données. Premièrement, ça c'est la CNIL. Deuxièmement, le procureur de la République, puisqu'il y aura une enquête pénale contre, premièrement, les pirates, qui sont les premiers aussi responsables. Et aussi, je vous l'ai dit, contre X, les agents qui ont participé ou non, l'enquête le dira, à ces faits. Premièrement, et ensuite, concernant le tribunal, donc ce sera principalement et exclusivement le tribunal administratif avec des requêtes indemnitaires préalables et ensuite un ministère d'avocats obligatoire. C'est la procédure avec des requêtes, éventuellement un référé liberté devant les tribunaux administratifs. Vous évoquez le tribunal administratif. Non, pas de référé liberté, absolument pas. D'accord.
Examen au Pas de fond. référé liberté, il n'y a aucun référé, c'est vraiment du RPJ, du recours de très pleine bien. juridiction. Alors, on l'a répété la semaine dernière, Jérémy Roche, théoriquement, lorsqu'un site comme celui des impôts, pour parler simplement, est piraté, il y a des délais, c'est très cadré. Théoriquement, c'est un décret européen qui oblige les finances publiques à communiquer dans un délai de 3 jours, c'est-à-dire 72 heures. Là, visiblement, on a attendu presque 2 mois, voire plus. Est-ce un problème, ça, Jérémy Roche? Et allez-vous, justement, vous en servir dans vos différentes démarches, si j'ose dire? Totalement. Alors après, à éclaircir, mais totalement, puisque alors c'est pas un décret pour être précis, c'est un règlement européen d'applicabilité directe, le RGPD, les articles 33 et 34. Donc vous avez le 33 qui prévoit une information à 72 heures à la CNIL. Donc ça a été fait la semaine dernière, en tout cas en fin de semaine dernière. Sauf que ce délai part à compter de la découverte des faits. Oui. Moi, ce qui m'interpelle dans ce dossier, c'est qu'il y a apparemment eu, en tout cas, un compte bloqué, parce que le fameux compte en question, les faits datent de juin, en fait. Bien sûr. Donc, en juin, le compte est bloqué, mais silence radio jusqu'en août, jusqu'à ce que la base, en fait, sorte sur Internet. Donc, déjà, il y a ce délai-là de 72 heures. Est-ce que la DGFiP l'a vraiment découvert donc la semaine dernière, ou est-ce qu'elle a vraiment découvert en juin et elle a caché ça sous le tapis? Première interrogation que j'ai. Et votre avis? Et deuxièmement, ensuite il y a l'information. Pardon, Jérémy Roche. Votre avis là-dessus? Mouillez-vous un petit peu, si j'ose dire. Me mouiller, alors il y a 2 possibilités. Soit la DGFiP a découvert ceci donc la semaine dernière, et donc au niveau du délai, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de violation article 33. Par contre, il y a une violation article 32, puisque les logiciels qu'on appelle les CIEM ou des IDS auraient dû détecter cela. Et donc, il y a un manquement en fait évident en matière de sécurité du service. Donc, si vous voulez, le manquement, on ne peut que s'engouffrer dans cet article 32 qui, à mon sens, donc est bien violé ici. Sinon, à l'inverse, ça a bien été détecté à l'époque par le CIEM et par les logiciels, très bien, mais par contre, pourquoi avoir notifié 2 mois après? Donc là, il y aura une violation article 33. Très bien, merci. Donc dans les 2 cas, c'est kafkaïen. Oui, tout à fait, effectivement. Alors c'était un peu technique, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Merci beaucoup, maître Jérémy Roche, avocat au barreau de Béziers, spécialiste en droit de la protection des données personnelles. Alors, Antonin André, Michel Fayad, il nous reste 1 minute avant de rejoindre le journal permanent et le rappel de l'actualité avec Stéphane Burgat. Comment pensez-vous que ça va se finir, cette histoire? Antonin André, Michel Fayad, ça a l'air quand même extrêmement compliqué. Parce qu'il y aura évidemment des représailles de la part des victimes. Oui, c'est très compliqué. Alors, Sébastien Lecornu a demandé une enquête aussi administrative. Donc, il va y avoir, je pense, une volonté de faire quand même la transparence sur ce qui s'est passé, ne serait-ce que pour qu'on puisse éventuellement faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Mais effectivement, s'il y a des préjudices pour les particuliers, ça risque aussi de coûter de l'argent à l'État, puisqu'il faudra qu'il y ait réparation à la fois d'éventuelles fraudes et des sommes fraudées, mais également des préjudices subis par ces administrations. Donc, on est au début de cette affaire-là qui, espérons-le, comme souvent, on se dit avec un scandale comme celui-là, peut-être qu'on en évitera d'autres et qu'on pourra tirer des enseignements, des retours d'expérience pour pouvoir mettre en place des moyens de défendre l'intimité de nos comptes.